Pour me présenter, je m'appelle Baptiste, je bosse chez Premier Octet, qui est une agence spécialisée dans le développement d'applications React et React Native. Donc pourquoi Premier Octet? Premier Octet, en gros, c'est issu d'un gros brainstorming Google Traduction, c'est la traduction de First Byte. Et First Byte, vous devez le connaître, il est aussi connu dans le terme de Time to First Byte, qui est une métrique de performance en front. Il y en a plein d'autres, Time to Interactive, First Contentful Paint, etc. Et en tant que dev, on est assez friand de ces métriques, surtout quand elles sont vertes. Par contre, on n'aime pas quand elles sont orange ou rouge, c'est-à-dire que c'est synonyme de mauvaise performance, c'est-à-dire des freezes, des spinners qui s'affichent, des lights, etc. Donc, comment on va faire pour les éviter? Quand on parle de performance front, on a toujours un peu ce chiffre qui revient, qui est les 60 fps. 60 fps, donc 60 frames par seconde. Pourquoi on parle de 60 frames par seconde? En gros, c'est parce que notre œil humain perçoit un mouvement comme fluide à partir de 50 images par seconde, donc 50 fps. Donc, à partir de 60 frames par seconde, on peut considérer que le mouvement est fluide. Si on dissèque un peu tout ça, donc 60 updates de rafraîchissement pendant une seconde, donc 1000 millisecondes. On va plus parler de millisecondes quand on va profiler nos applications. Enfin, je l'espère, sinon si vous travaillez plus sur des secondes, c'est que vous avez des gros problèmes. Donc si on fait un savant calcul, on peut trouver la durée max d'une frame pendant ces une seconde. Donc ça va être 16 millisecondes. En gros, il faut que votre frame ne dépasse pas les 16 millisecondes pour ne pas avoir de lag, donc avoir une expérience un peu fluide. Si vous faites ça, vous décalez tout, donc il y a une frame qui passe au-dessus des 16 millisecondes, là vous risquez d'avoir un utilisateur qui vient sur votre chat intercom et laisse un avis négatif. Et ça, on ne veut pas du tout que ça arrive. Finalité, moralité, il faut garder ce chiffre en tête, 16 millisecondes. Si on revient un peu dans le contexte de React, il faut, voilà, grosso modo, que React fasse son render ou son re-renders sous cette barre des 16 millisecondes pour garder un peu une fluidité dans l'expérience utilisateur pour pas qu'il y ait de lag ressenti. Alors j'ai développé une petite application pour illustrer ce talk qui s'auto-détruira à la fin. Tout simplement, c'est une app qui va permettre d'afficher des tracks récupérés de la veille Spotify. Donc c'est un dump JSON, là c'est tout en local. On peut afficher écouter les 30 premières secondes offertes gracieusement par Spotify, faire des recherches sur les noms d'albums. Et ça va nous permettre en fait d'illustrer mes propos sur le profiling. Donc moi je suis un hyper bon développeur, il faut le savoir ça, donc je ne pense pas que je fasse des applications qui soient lentes, mais bon, par conscience professionnelle, je vais quand même vérifier. Comment on va faire pour savoir si mon app est lente? Déjà, il faut savoir que la notion de lenteur, elle est relative. Si vous exécutez votre app React sur l'ordinateur de vos parents, acheté il y a 6 ans à Darty, ça risque sûrement d'être plus lent, elle va avoir des problèmes de performance que si vous la faites tourner sur votre MacBook 16 Go de RAM acheté hier. Voilà. Donc, voilà, il faut garder ça en tête et pour dire, il faut utiliser justement les outils fournis par Chrome pour faire du throttle, par exemple, des performances de votre CPU, de votre network, pour en fait tester, profiler vos applications dans des conditions un peu plus réelles que vos conditions de développeur avec votre MacBook Pro. Donc pour ça, comment on va faire? Quand je parlais d'outils, on ne va pas utiliser le console log, ça va être assez dur. Donc on va pouvoir utiliser les outils de profiling de Chrome ou de Firefox, mais aussi les React DevTools de React qui existent un peu depuis toujours, mais qui ont subi une grosse mise à jour depuis cet été avec la version 4, qui a apporté plein de nouvelles fonctionnalités qui les rendent assez
qui les rendent très utiles à utiliser pour trouver des soucis de performance. Donc ok, mon app est lente, on va voir, hein, je vais benchmarker, je suis sûr qu'elle est pas lente. Donc pour cela, en fait, je vais déjà ouvrir les DevTools de Chrome. Je ne vais pas aller, comme on voit ici, hop, avec mon laser, directement dans les components profiler. Donc ça, c'est quand vous installez l'extension DevTools de React, il rajoute ces petits onglets. Moi, je vais rester pour l'instant dans les performances et je vais voir, je vais faire un petit audit pour voir, en manipulant un peu mon application, voir ce qui se passe. Donc je recorde une session, là je tape, je fais une recherche sur mes albums, voilà. Donc surtout quand vous profilez, ne faites pas 30 000 choses parce que sinon ça va être incompréhensible. Justement là on arrive sur le résultat de la session de profiling qui vous fait dire qu'en fait le console log c'est peut-être pas mal. Mais on est assez téméraire et on va essayer de comprendre cette interface. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être déjà la timeline en haut. Cette timeline, elle va être séparée en 3 parties, FPS, CPU et net. Donc en haut, déjà, on voit du rouge. Donc quand on voit du rouge, honnêtement, ça veut dire que ça a cramé. En fait, cette timeline, ça veut dire qu'on a perdu des frames. Donc le FPS a chuté drastiquement. Donc en gros, votre utilisateur a dû ressentir des lags quand il a utilisé votre application. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est les gros pâtés de sable. Il y a 3 pâtés de sable en fait, qui correspondent lorsque j'ai tapé mes 3 lettres DAF. Donc en gros, ces pâtés de sable, ils sont jaunes parce que c'est pas des pâtés de sable, mais parce que ça va être en fait l'utilisation CPU. Et si on se réfère un peu en bas au diagramme, ça va être le scripting. Le scripting, c'est relatif à votre code JavaScript. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est votre faute, ou c'est peut-être des vendors, vos dépendances, mais ça s'est passé pendant que vous exécutez vos codes JavaScript. Pour info, le rendering, ça va être tout ce qui est calcul des styles CSS, layout, et la phase verte, painting, c'est afficher les pixels, dessiner les pixels dans votre navigateur. Donc on voit là qu'on a déjà un gros problème au niveau de OK de notre app. Hop, je reviens. Ça brûle, c'est jaune. Et en fait, la 3e partie, ça va être le timing. Donc cette partie timing ne va s'afficher uniquement si vous avez installé les React DevTools. Donc n'essayez pas de trouver cette partie si vous n'avez pas installé l'extension React, elle ne s'affichera pas. Et en fait, elle va donner un peu plus d'informations vraiment sur le contexte React. Donc on va voir qu'ici, on retrouve un peu nos trois temps forts, donc le fait d'avoir tapé nos lettres dans la barre de recherche. Et on voit déjà, donc si on regarde le 2e render, ici, par exemple, qu'il a mis plus de 80 millisecondes pour s'exécuter. Donc en gros, ça se lit, voilà, si on regarde ici, on fait la diff entre 2000 machin, ça fait 85 millisecondes. Et du coup, nous, il faut avoir en tête cette barre des 16 millisecondes. Donc clairement, même si ça n'a pas été flagrant, on l'a bien dépassé et l'utilisateur a dû, enfin moi quand j'ai tapé, je vois que c'est pas hyper fluide. Quand j'ai tapé en haut DAF, à chaque fois ça a mis 3 pics et on a dépassé les 16 millisecondes. Donc en fait, il faut savoir que cette barre jaune, en fait, ça va bloquer le rendu du browser. Il va être bloqué, ça a du temps CPU qui va être consommé et vous allez ressentir des lags. Ok, donc je peux dire que mon app est lente. Ok, on a constaté ça, on avance. Je vais rentrer maintenant dans les React DevTools de React. Donc je sais que mon app est lente globalement. Je vais essayer de trouver vraiment pourquoi, quel render, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des rendus inutiles, etc. Donc, comme je l'ai fait, c'est la même interface, ils n'ont pas réinventé la roue. Je relance, alors là je filtre, donc j'affiche 8 tracks, je remets, j'en affiche 4. Okay, donc on a affiché app, on a affiché 8 tracks, on en affiche 4. Donc maintenant on arrive sur l'interface de profiling de React, qui est beaucoup moins impressionnante déjà que celle des performances Google, de performances Chrome. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà? Il y a 3 parties importantes. La première, c'est celle en haut à droite, ici. On voit 3 barres, en fait, ça va être le résumé des commits que vous avez fait pendant votre profiling. Les commits, en gros, on peut généraliser par les runners. En fait, le commit, c'est la finalité d'un render ou d'un re-render. React va
appliquer son algo de virtual DOM, voir les différences qu'il doit changer, et à la fin, il va, s'il y a des trucs à changer, il va commit les changements dans le DOM. Bon, voilà. React, normalement, est assez performant, donc il va committer que ce qui est nécessaire. C'est ça qui fait que c'est assez performant. Donc on voit que là, il y a eu 3 commits, donc il y a eu le render initial, c'est la première barre, et les 2 deuxièmes, c'est les re-renders qui correspondent quand je suis passé à 8 et après je suis repassé à 4. Donc on a ces informations. Quand on clique, donc là, par défaut, c'est le premier render qui est affiché. Quand on clique, en fait, on a en dessous, ici, les composants qui ont été affectés, qui se sont render pendant ce commit. Donc là, on voit qu'on a notre composant root app qui a mis 70 millisecondes à se render, et après, on voit là les 4 petits items qui correspondent à notre 4 pochettes d'album. Donc ça paraît cohérent. Ok, on continue, on va cliquer sur le deuxième petit truc, et là, donc pour rappel, on est passé de 4 à 8 pochettes d'album, donc c'est assez logique qu'on voit 8 petits carrés. Donc là, on ne voit pas, mais derrière, il y a 8 pochettes d'album. Par contre, il y a un truc qui me chafouine, c'est que au premier render, en fait, on a affiché les 4 pochettes, on est passé à 8, et en fait, ces 4 pochettes-là, il y a un truc que je n'ai pas parlé et que je n'ai pas évoqué, c'est les couleurs ont leur importance. Donc quand c'est jaune, ça veut dire que le composant a mis beaucoup de temps à se rendre. Quand on est sur du vert bleu, c'est que bon, on n'a pas mis le composant, donc les pochettes ont pas passé beaucoup de temps à se rendre. Si on est sur du gris, là on n'a pas de gris, mais si on est sur du gris clair, ça veut dire que le composant ne s'est pas rendu du tout. Donc là, ce qui me chagrine, c'est que les 4 premiers composants, donc ceux-ci, ce sont re-render, alors que quand j'en avais 4 et que je passais à 8, ils étaient déjà présents dans le DOM. Donc c'est un peu bizarre en fait, ces composants se sont rendus alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Donc, même constat donc, sur le troisième commit, quand je passe je reviens à 4 tracks, pareil en fait, ces composants se sont re-render. Donc pour ça, je peux y pallier. Donc ça, c'est une version simplifiée du code de l'application. Donc on a la liste des tracks, le display count. Donc c'est qu'avec des hooks par contre. Donc là on a 4, ça c'est le filtre, on en affiche 4, 8 ou 4. Ça c'est la recherche, une fonction pour filtrer les tracks sur les noms. Ça veut dire qu'on va prendre les X premiers, donc dans ce cas on va prendre les 4 premiers de nos tracks et on va les afficher. Donc moi j'ai constaté déjà les renders inutiles, donc je vais voir les éviter. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser la fonction memo de React. Memo, c'est une fonction qui va permettre d'empêcher le rendu d'un composant React, d'un composant fonctionnel, en allant vérifier si ses props ont changé ou non. Si elles n'ont pas changé, on va dire pas la peine de re-render ces composants, ça sert à rien. C'est l'équivalent du pure component quand on avait des composants de classe. Ok, j'ai fait ça, j'ai fait cette optime, je vais voir. Premier commit, normal, s'affiche en vert parce que c'est le premier rendu. Et là, bon, on ne voit pas trop les contrastes, mais en fait c'est en gris clair. Et on voit bien que les 4 premiers n'ont pas été re-render. Pareil, on va confirmer sur le troisième commit, on n'a pas de re-render. Donc, déjà, on a empêché des renders inutiles. Par contre, on voit qu'on a toujours des problèmes de performance. En gros, là, à chaque fois, chaque re-renders a mis plus de 60 millisecondes. On a toujours ce chiffre en tête des 16 millisecondes. Donc, on est clairement en dessus. Donc, je vais retourner sur l'onglet performance pour essayer. En fait, c'est pas au niveau trop des renders, c'est plus au niveau d'une fonction JavaScript qui a l'air de consommer pas mal de temps CPU. Donc pour ça, je reviens dans performance et je vais profiler, je vais faire la même séquence. Je vais mettre 8 tracks et après je vais remettre 4 tracks, je termine. Donc là, je vois qu'il y a 2 temps forts. Je vais déjà voir sur le temps fort, c'est-à-dire que ça c'est une fonction qui s'est exécutée qui a mis assez de temps. Donc là, je vois qu'elle a mis plus de 80 millisecondes. Et dans le bottom-up, là je vais me mettre sur un bottom-up parce qu'il faut savoir que les fonctions en fait elles sont plus vers le fond parce qu'il y a toute l'API React en premier. Donc il faut mieux, ça c'est un petit tip, il faut mieux aller voir direct dans le bottom-up, classé par le self-time, en fait ça va être le temps relatif d'exécution. Et là en fait, je ne sais pas si on voit bien, mais
on voit que c'est la fonction filterTracks qui a mis 70 millisecondes à s'exécuter. Donc en fait, ça correspond un peu à ce gros cramage de CPU ici. Ok, donc je reviens dans mon code, je vois en fait c'est le filterTrack qui est assez costaud, qui consomme. Donc après, on pourrait aller voir dans cette fonction pourquoi elle consomme autant. Mais déjà, moi, il y a un truc, c'est que comme on est dans un composant fonctionnel, il faut savoir qu'à chaque re-render, cette fonction va être exécutée. Alors que si on rate ses dépendances, elle va prendre le tableau de tracks et les termes. Donc les termes, c'est si on recherche. Là, dans mon cas où je passais de 8 à 4, j'ai pas changé de terme, le tableau de track a toujours été le même. Donc il n'y a pas de raison qu'on réexécute cette fonction. Donc pour cela, on peut utiliser le hook useMemo qui va faire de la mémorisation sur votre fonction, c'est-à-dire que filterTrack va retourner une nouvelle valeur uniquement si un des arguments a changé à travers un re-render. Sinon, en fait, c'est une sorte de cache où il a ses track termes en clé et il va renvoyer la valeur. Donc si les arguments n'ont pas changé, en gros, il va renvoyer la même valeur. C'est un peu comme quand vous faites du React, vous faites du Redux et vous faites des sélecteurs. Donc là, je vais constater, déjà, je vois les deux autres commits sont tout raplapla, donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a bien mémorisé nos fonctions. On va voir, donc là, le app a mis 1 milliseconde, le deuxième 0,1 milliseconde. Ce qu'on voit aussi, c'est que la couleur jaune, quand on met du jaune, il ne faut pas s'alarmer, parce que la couleur est relative en fait au temps total du render. Donc là, on parle de 1,4 millisecondes. Donc c'est pas grave, ça ne veut pas dire que ça a mis beaucoup de temps. Donc déjà là, on a évité d'exécuter une fonction inutilement. Après, le problème, c'est toujours normal, le premier render, on a quand même exécuté cette fonction. Après, c'est à nous là d'aller voir dans cette fonction, voir pourquoi elle est coûteuse, peut-être qu'il y a des appels réseau, il y a des trucs inutiles. Mais déjà, on a permis de gagner d'épargner des renders inutiles et des exécutions de fonctions. Donc on a utilisé useMemo pour optimiser. Il faut savoir qu'on peut très vite casser ces optimisations lorsqu'on va modifier son code. Par exemple, je veux rajouter dans ma petite application le fait de supprimer une pochette d'album. Ok, je rajoute un callback handle delete qui va prendre le track ID en paramètre et on va générer un autre tableau en éliminant la track concernée. Donc je le passe en props, voilà, handle delete, et je vais reprofiler. Donc voilà, c'est le résultat, j'ai un petit sumDone pour supprimer notre pochette. Donc je vais reprofiler, voir si j'ai rien cassé. Donc je fais exactement la même routine, je passe de 8 à 1, je remets 4. Et je vais voir si j'ai rien cassé, si j'ai toujours mes composants qui ont été bloqués. Premier render, ok, mais là, malheur, tous les composants ont été render. Donc j'ai cassé mon optimisation que j'ai faite avant. Alors pourquoi? Donc je dis ok, j'ai dû faire un truc, pourtant on voit bien que ça a été mémo. Le profiler affiche bien le mémo. Donc pour ça, le profiler nous donne des petits tips. On peut cliquer sur les composants concernés par ces renders. Donc là, je clique sur le track item et je vois pourquoi ce composant a été rendu. C'est parce que la prop handle delete a changé à travers mon commit. Donc je vais voir mon code et je fais ah ouais ok, en fait on est dans un composant fonctionnel. Donc à chaque fois qu'il va s'exécuter, la fonction handle delete va être recréée. Donc quand on va passer le handle delete aux props, en fait, il faut savoir que ça va créer une nouvelle fonction et le mémo va comparer en fait les pointeurs de la fonction. Si le pointeur a changé entre ces deux fonctions, il va dire la props a changé, donc j'aurai render, c'est pas la même. Donc pour ça, on a toujours un hook natif à React qui est le useCallback, qui va nous permettre, un peu comme le useMemo, de ne pas renvoyer une nouvelle fonction si les dépendances n'ont pas changé. Donc ici, notre dépendance, ça va être le tracks, mais là où c'est un peu compliqué, c'est que si on supprime une tracks de notre liste, forcément cette dépendance va changer, donc le useCallback va quand même régénérer une nouvelle fonction.
et on aura le même problème. Donc ce qu'il faut utiliser, c'est un petit tip, c'est l'utilisation d'une arrow function. Donc si je vais directement là, en fait, quand vous utilisez le useState avec des hooks, vous pouvez passer une fonction qui va prendre en premier paramètre, React va vous passer le previous state et vous allez pouvoir mutate votre state. Et de cette manière, ici, en fait, votre fonction est autosuffisante et vous n'avez plus besoin de passer le track sans dépendance de votre use callback et tout ira bien. Si on va voir, hop là, on voit bien que nos carrés sont en gris, donc on a sauvé le meuble. Donc, juste un truc sur là où on peut avoir en général des bottlenecks, c'est-à-dire des problèmes de performance. En gros, c'est souvent dans les listes. Dès que vous êtes amené à répéter des dizaines de composants, en fait, quand vous développez, en général, vous avez des fixtures de test, vous avez 3-4 composants. Mais après, en prod, vous arrivez souvent à avoir 100 composants et c'est là, en fait, où ça ne scale pas et vous avez des problèmes de performance. Donc, pour pallier à ça, on peut faire de la pagination. Pagination, du coup, ça permet de scoper un peu les composants, mais si vous êtes sur du infinite scroll, en gros, vous allez stacker vos composants et vous risquez d'avoir des problèmes de performance. Et pour ça, pour pallier à ça, vous avez des librairies comme React Windows qui va permettre de virtualiser en fait vos listes et rendre dans le DOM uniquement ce que vous voyez. Donc ça peut être une solution. Autre bottleneck, c'est souvent dans les formes, parce que qui dit forme dit champ texte, et en React, en gros, quand vous tapez généralement dans un champ texte, quand ils sont en mode contrôlé, une frappe dans le champ texte va re-render le composant pour afficher la valeur. Et si votre architecture est un peu bancale, en gros, on arrive très vite, on tape 3 lettres et en fait, ça re-render 3 fois l'app entière. Donc ça peut être assez vigilant. Une solution, ça peut être de débouncer vos inputs pour limiter en fait vos renders, ou alors utiliser des inputs en mode non contrôlé si vous n'avez pas besoin d'un feedback automatique, direct sur vos champs de texte. Ça, c'est la librairie React Windows qui permet justement, qui a été développée par Brian Vaughn, qui est donc un des core teams de React et qui a développé les DevTools React d'ailleurs. Je vais finir par quelques tips sur le profiling, sur vraiment l'outil des DevTools. Donc, je vous ai un peu menti là sur les vues que je vous ai montrées. Normalement c'est un peu plus compliqué là. Mon application de musique, elle ressemblait plus à ça parce qu'on avait tout ce qui était les divs, toute la cosmétique, les styled components. Et en fait, il faut savoir que vous pouvez filtrer vos composants. Par exemple, ici, je dis que je vais filtrer tous les composants host, c'est-à-dire les divs, les views. Ça, je m'en fiche, c'est pas vraiment ma logique. Pareil, tout ce qui est forward, context, qui est rajouté par des librairies comme Styled Component. En fait, je vais arriver à ça. Donc, on passe de ça à ça, et ça permet d'être beaucoup plus focus et de ne pas avoir de la pollution dans vos résultats de profiling. Pareil, sur le filtering commits, vous pouvez mettre un seuil, dire tous les commits qui sont en dessous de 16 millisecondes, on ne les affiche pas parce qu'ils sont performants, ils ne posent pas de problème. Donc je ne veux pas les voir, je vais me concentrer vraiment sur les commits qui ont pris plus de temps, X temps. Donc ça, en général, on peut mettre 16 millisecondes parce que c'est le fameux seuil pour avoir des interfaces fluides. Une autre feature sympa dans les React DevTools, c'est pouvoir highlighter visuellement directement dans votre interface les renders. Donc il y a une petite vidéo, dans les settings, vous pouvez highlight les updates. Et à chaque fois que vous allez faire une interaction, le profiler va highlighter tous les composants qui se re-render. Ça, c'est vraiment une méthode très facile. C'est plus simple que le profiler qui va vous permettre en fait de repérer direct des updates qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, si vous faites une recherche en haut à droite et que là, c'est sapin de Noël sur votre interface tout race, c'est qu'il y a un truc qui est mal conçu et que vous pouvez optimiser. Pareil, non pas pareil, mais suivant, il est préférable de profiler avec un build de prod, parce que ça n'a pas trop de sens en vrai de profiler du dev où il y a tous les helpers de React, les messages erreurs, il y a un peu un overhead. Donc si vous voulez vraiment vous allez sous perf, il faut profiler avec un build de prod.
où il va enlever toutes les fonctions utilitaires. Sauf qu'il y a un problème, c'est que si vous profilez par exemple sur votre site en prod, React enlève le support du profiling. Donc si vous utilisez Create React App, depuis 2 mois, il y a un nouveau flag dans votre build qui permet d'activer le profile avec un build prod. Si vous n'utilisez pas Create React App, il faut aller voir, c'est un peu plus compliqué, il faut modifier les webpacks, etc. Avant-dernier tip, c'est éviter, c'est plus un conseil, éviter les optimisations prématurées. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, moi je vais mettre des mémos partout, des use callback, des use memo, comme ça mon code il sera bulletproof, nickel chrome. Sauf que non, ces fonctions en fait elles ont quand même un overhead, elles vont vérifier. Donc parfois on peut avoir vraiment de la contre-performance, ça va être plus coûteux de vérifier toutes ces dépendances que de laisser que React by design est quand même hyper performant. Donc le conseil c'est vraiment si vous avez des problèmes de performance, rajoutez ces fonctions, mais ne les mettez pas par défaut. Ou alors gardez en tête ces soucis et mettez-les uniquement si vous dites ok là je sais que quand ça va scaler, ça va péter, je vais mettre un use memo, un use callback, etc. Et le dernier, avant les pizzas, c'est cette année en fait il y aura la concurrent mode API qui est un peu un chamboulement dans l'architecture de React, où en gros on va pouvoir donner, React va pouvoir donner un peu des priorités sur les renders à faire, sur les modifs à faire, et en gros, je sais pas, il va définir une heuristique. Quand vous allez taper dans un champ texte, il va dire ça c'est plus important que faire cette mise à jour en bas, et du coup ça va être beaucoup plus vite et ça va être du coup beaucoup plus dur déjà d'avoir des soucis de performance. Donc cette API, elle a été, depuis la dernière React Conf, elle a été mise en expérimental. Je pense qu'elle elle doit être release cette année. Donc dès qu'elle va sortir, de toute façon ça va devenir par défaut la nouvelle API. Donc n'hésitez pas à l'installer, et je pense que déjà les problèmes de performance, il va falloir aller les chercher avec cette API. Merci. Si vous avez des questions avant de boire quelques bières. En fait, moi, comme je travaille dans une agence, donc on est souvent amené à travailler chez des clients. Et en fait, quand ils font appel à nous, c'est quand c'est un peu la merde et qu'ils ont des problèmes de perf. Donc, déjà, c'est dans ce contexte où j'utilise ces outils de... Parce qu'en fait, quand on arrive chez un client, ils ont une code base qui ont 2-3 ans, et ça met trop de temps à essayer de comprendre le code. Donc ça, ces outils de profiling permettent d'avoir déjà une vue assez exhaustive à la picture de l'application, et de savoir, après le 16 millisecondes c'est un peu la métrique parfaite, mais on peut aller au-delà en fait, je pense jusqu'à 40 millisecondes, mais après ça peut vite se faire ressentir. Par exemple, si tu as une page avec des champs texte plus une liste avec 100 items, et en gros ça arrive souvent quand les gens ils connaissent pas les patterns de React et qu'ils développent rapidement. Ça arrive qu'en gros, à chaque fois que tu tapes une lettre dans le champ texte, ça re-renders toute la liste, les 100 items. Donc, ok, il ne faut pas prendre la limite des 16 millisecondes comme la barre de vérité, mais il faut quand même l'avoir en tête. Allez. Du coup, notamment sur les use memo, tout ce qui est mémorisation, est-ce qu'il y a éventuellement aussi des warnings à avoir en l'utilisation de la mémorisation? Parce que je me dis du coup, mémoriser égale potentiellement cache, et cache égale éventuellement... tu peux, Parce qu'il faut savoir que du coup, le use memo, tu peux pas invalider le cache. Donc, sauf si tu refresh ton navigateur, mais dans une session React, on va dire, tu n'as pas un truc qui permet de... Donc c'est... si... Après, normalement, ta fonction, elle est indépendante.
Genre ça, voilà, elle est stateless, donc elle va renvoyer toujours la même feature, donc, enfin le même résultat. Donc normalement, c'est assez, enfin, si tu sais ce que fait ta fonction, tu sais qu'il n'y a aucun problème à cacher. Ça veut dire, enfin, si tu as peur de la cacher, ça veut dire qu'il y a un state dans cette fonction, il y a un truc ou genre un cookie, enfin, il se base sur un cookie et qu'elle ne va pas renvoyer la même valeur. Mais si tu sais que les arguments que tu passes, non, du coup, il n'y a pas trop de crainte à avoir sur ça. Il faut vraiment cacher vraiment des fonctions stateless, on va dire. Ouais. Je suis un peu dans React, mais je croyais que React le faisait tout seul, ton exemple de useMemo. Non, ça c'est un peu... Ça suffisait à ce qu'ils comprennent et qu'ils rerun pas. Non, en fait, les keys, c'est uniquement quand tu es dans une structure itérative comme un map, où en gros tu vas, parce que là on a vu, j'ai jamais mis de key, mais dès que tu es dans une structure map où tu as une liste, en gros, tu es obligé en fait, enfin t'es pas obligé, mais tu dois renseigner justement une key pour en fait dire à React que ce composant il a cette clé, et en fait c'est utile par exemple si tu fais du sorting dans cette liste, ça va permettre justement à React de dire re-render pas ce composant. Mais ça c'est vraiment que dans le contexte quand tu as des composants dans une structure itérative. Mais même en mettant le key, tu vas quand même, si tu mets pas le useMemo, il va quand même re-render. Mais c'est juste, par exemple, il va garder le contexte, il va quand même re-render, mais il va garder le contexte. Par exemple, tu as une liste de input text, tu mets le focus dans le troisième input. Si tu sortes le input et tu mets en toute première, le focus va rester dans ce input. Si tu mets pas les keys, React va pas savoir quelle référence. En fait, c'est plus une histoire de référence la key qu'une histoire de render. Ouais. Imaginons le contexte d'une grosse liste est assez complexe, avec plein de petits composants à l'intérieur, et qu'on édite un élément de la liste, typiquement pour te gueuler, je sais pas, une étoile ou quoi, tout ça. Ouais. Éventuellement, du coup, quand on fait la mise à jour, on met à jour du coup, dans ce gros arrêt une entrée de cette liste, et quand la liste forcément bouge, du coup, on re-rentre toute cette liste. Or, moi, quelle serait la meilleure approche du coup, pour juste updater un élément de la liste sans avoir à tout reprendre, puisque du coup l'élément qui est la liste a changé. Normalement, si tu as un gros array, tu vas itérer sur cet array, à chaque élément de la liste, tu vas lui donner un objet, l'objet qui est dans chaque index de ton array. Et si cet objet n'a pas changé, normalement, ton aimant va pas... Parce qu'on avait là avec les tracks, on avait un tableau de tracks avec les objets venant de l'API Spotify. Et en gros, c'est uniquement si l'objet a changé que ça re-render. Donc potentiellement, il y a de la perte que sur un seul élément. Ouais, voilà. En gros, il va re-render si tu modifies juste l'objet à l'index 10, par exemple. Il y a uniquement l'item à l'index 10 qui va se modifier, qui va se re-render. Je crois. Ouais. Là j'ai une question sur un peu plus old school. J'utilise pas encore par exemple les fonctionnels. J'utilise des classes normales. Ouais, les hooks. J'utilise pas les hooks. Ah, tu n'utilises pas les hooks. Alors du coup tu peux. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on peut tout faire avec des fonctionnels? C'est pas forcément. Je crois que c'est plus rapide de fonctionner ça. Non, c'est équivalent. Il n'y a pas de performance. Et donc d'après, est-ce qu'on peut faire Ouais, on peut tout faire. Avec hook, tu peux tout faire. Et la deuxième chose, c'est dans le cas d'une classe classique, dans le faut utiliser use callback. Non, il faut utiliser pure component. En fait, du coup, quand tu faisais les composants de classe, tu faisais un extends de pure component pour implémenter cette fonction de on bloque si les props ne changent pas. Ouais, oui, voilà. Tu dois le faire, au lieu de faire un tata extends component, tu vas faire un machin extends pure component. Et ton pure component, en fait, ça va implémenter la méthode shouldRender de ta classe et il va faire un shallow compare sur tes props. Peut-être aussi une petite remarque sur comment marche le mémo, le component. En fait, c'est une comparaison simple, c'est-à-dire qu'il va juste
comparer au premier niveau. Donc si c'est des booléens, des integers, ça, c'est assez facile. Mais si vous avez un object, il ne va pas comparer récursivement les valeurs de votre object. En fait, il va juste regarder le pointeur vers cet objet. S'il a changé, il re-render, sinon il bloque. Donc il ne va pas regarder les valeurs. Sinon, ça serait, niveau performance, ça serait un peu un gâchis si vous avez des gros objets. Ouais. Expert en performance, est-ce que le lien sur une grosse liste de parce que pour moi, il y a quand même à comparer. Ouais, parce que. On part entre ce qui existe et ce qu'on veut. Ouais. C'était le PASF, la dernière slide, éviter les optimisations prématurées. En gros, si tes 100 items qui sont rendus, ils sont hyper simples, ils affichent un username, que des trucs basiques. Il n'y a aucun problème, React est performant, tu peux laisser, pas besoin de mettre de mémo. Mais après, par exemple, il peut y avoir des trucs où chaque item, il y a une espèce, ça embed une charte d'une librairie qui met du SVG. Et là, ça peut être problématique. Mais encore une fois, en fait, si tu remarques pas de problème de performance, n'utilise pas, ne mets pas de mémo. Mais vraiment des mémos, si on te remonte des problèmes de performance ou si toi, tu en constates à l'utilisation de ton app. Ouais, tu vois quand tu embêtes des composants compliqués, des composants avec qui sont gourmands, là tu vois direct la différence. Mais c'est vrai qu'en général, 90% des cas, les composants sont pas des monstres de render. Tu peux juste laisser faire React. Ah, une question. Ouais. Sans rentrer dans les détails, tu as parlé un peu de la nouvelle API et tu as dit que ça allait améliorer la performance. Dans quelle mesure est-ce que ça va traiter quelques problèmes que tu as parlé aujourd'hui, des mémos ou des choses comme ça? En fait, cette nouvelle API, donc la concurrent mode, déjà, ça va rendre un peu l'exécution de React moins asynchrone, moins linéaire. Et en gros, il va pouvoir dire tel ou tel update, un peu avec un scheduler, il va pouvoir dire telle update elle est prioritaire sur celle-ci et ne pas bloquer en fait le thread principal. Et du coup, ça sera beaucoup plus fluide. De mémoire, en fait, il a quand même des heuristiques sur les types de render à faire. Et du coup, il y a déjà des, par exemple, sur internet, là, il y a des benchmarks qui sortent avec concurrente vs non concurrente mode. Et c'est vrai que même si tu as comme un bourrin avec concurrente mode, t'es assez normalement t'es couvert, quoi. Non. Yes. I have a question. Do you think that the latest version of the tools will crash with console lock or still compatible? No, ConsoleLog still the better debugging tools, but okay, the latest dev tools it's quite okay, but use ConsoleLog, it's the better profiling tool. No, but there is no clash between these two. Autre question? Ok, merci.